Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 16 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout, de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Aujourd'hui, j'accueille Céline Préher, qui est thérapeute pour parents, adolescents et enfants. Salut Céline! Salut Émilie. Tu vas bien? Bah ouais, toi? Bien. Je Je suis suis contente contente d'être. de te retrouver, Eh ben moi aussi, pareil. Je suis très très contente de pouvoir partager ce moment avec toi. carrément. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne me connaissent pas plus que ça, Céline et moi, on a été formés ensemble et on a vécu plein de choses ensemble à Ouais. l'Arche à l'époque et c'était vraiment cool. Et c'est une thérapeute que je suis très contente de vous présenter parce qu'elle a une approche qui est bien à elle. Et elle m'a donné plein de tips qui m'ont beaucoup aidée. Alors, je suis contente de vous la présenter en tout cas. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Céline? Eh bien, je suis Céline Préher, je suis maman de Raphaël qui a 11 ans, donc qui est en CM2, et je suis aussi belle-maman de Mathis qui a 8 ans. On habite tous ensemble avec Florian, mon conjoint, à côté de Rambouillet, dans une petite ville qui s'appelle Orphin. On est à la campagne, on est trop bien, on est en connexion avec la nature, avec les animaux, avec tout ça, et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, je travaille à Rambouillet. Mon cabinet est situé à Rambouillet dans les Yvelines, donc juste à côté, à peu près à 10 minutes en voiture. Et donc, tu fais quoi dans ce cabinet? Alors, on y fait plein de choses dans ce cabinet. En fait, j'ai plusieurs approches. Je suis psychopraticienne et hypnothérapeute, donc je pratique l'hypnose avec les enfants et les adolescents. Et je suis également coach parental pour tous les parents qui sont débordés en fait par les événements, parce que tout simplement on leur a pas appris comment fonctionnaient des enfants, pas appris comment fonctionnaient des émotions, pas appris le développement de l'enfant. Et je trouve que c'est comment dire, une, une approche essentielle à avoir pour les parents, mais également pour les enfants et les ados qui viennent me consulter, pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Parce qu'effectivement, je travaille en systémie familiale, donc c'est-à-dire comment on met en place des choses au sein de la famille pour que ça bouge pour tout le monde, avec tous les éléments. Ok, génial. Mm. C'est très riche tout ça en fait. Ouais. Ouais, c'est riche, et ce que j'aime bien dans dans ces approches, c'est que du coup, on fait jamais la même chose. Qu'on doit s'adapter à tous les individus, que chacun vient avec sa personnalité, avec ses émotions, avec ses blessures surtout, et que du coup, ça fait toujours des mélanges. Je parle souvent de chimie et d'alchimie en séance. C'est qu'on est plein d'éléments différents. On peut parler aussi d'atomes, j'aime bien avoir cette approche-là. C'est plein d'atomes et parfois les atomes, ils se repoussent, parfois ils s'attirent. Et du coup, c'est intéressant de voir tous ces comportements-là et de faire en sorte que ça se passe bien, quoi, tout simplement. Mm. C'est chouette. C'est quoi qui t'a amené à faire ce métier en fait? Moi j'aime bien poser cette question parce que c'est souvent riche d'enseignements. Ouais, je trouve ça super intéressant que tu poses cette question, puisque moi, ça me permet de réfléchir aussi sur ma manière d'être arrivée là, quoi, tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le recul, que toute ma vie, j'avais accompagné des personnes, mais dans plein de domaines différents. Avant de travailler comme ça, d'ouvrir mon cabinet, j'ai travaillé dans les ressources humaines et plus précisément dans le recrutement. J'ai également été responsable de formation et finalement, il y avait tout un rôle d'accompagnement auprès des salariés, auprès des jeunes recrutés aussi, et qui était complètement autre de l'aspect technique qu'on attendait d'eux. Et notamment dans l'insertion au sein de l'entreprise, dans la manière de les accompagner quand il y avait des craintes, des peurs, des choses comme ça. Et je me souviens toujours de cette phrase que ma mère m'a dite quand j'étais enfant. Elle m'a dit: «Toi, Céline, quand tu seras grande, tu vas accompagner des gens». Et aujourd'hui, maintenant que j'ai ouvert mon cabinet, elle me répète très souvent cette phrase: «De toute manière, je te l'avais dit. C'était ta mission de vie, tu vas accompagner des gens et tu vas leur permettre d'aller bien et d'aller mieux, quoi».
Et du coup, ce qui m'a amenée à faire ça aussi, c'était un peu, une évidence par rapport aux enfants et aux ados, heu, parce que ça me reconnecte moi-même à mon adolescence et je sais que j'ai eu beaucoup de besoins quand j'étais ado et que j'ai pas trouvé toujours les outils et les accompagnants qui me permettaient d'aller bien et je sais qu'il y a un gros, gros besoin, par rapport à ça parce que on voit beaucoup de gamins en souffrance et pour moi, c'est dans mes valeurs de faire en sorte qu'ils aillent bien, puisque je pars du principe qu'un enfant qui va bien, un ado qui va bien, bah, ça sera un adulte, ça sera un adulte plus serein demain, quoi, et ça rendra que le monde meilleur, en fait. Et en plus, j'adore décoder les mécanismes, donc on fait pas mal de choses avec les enfants et les ados que je reçois. C'est chouette que tu nous amènes ça parce que c'était la question d'après, tu sais. Ah, C'est quoi ton adolescence à toi? Comment tu euh, la décrirais? Parce qu'effectivement, je crois comme toi qu'on n'arrive pas dans l'accompagnement des ados par hasard. ouais. Qu'est-ce que tu as à nous en dire de ton adolescence? Ouais, en quelques mots, évidemment. En fait, si je devais décrire un peu mon adolescence, je pourrais dire mon adolescence a été à rebondissement. Il y a eu des périodes où j'ai été clairement déprimée puisque j'ai été suivie par une psychologue pendant une période, de mon adolescence et il y a eu des périodes où j'étais en grande joie. Donc on pourrait dire que effectivement c'est à rebondissement et un peu en dents de scie. Et comme je te disais, juste avant, j'aurais aimé avoir d'autres outils, j'aurais aimé, avoir d'autres types d'accompagnement pour aller bien et surtout ce que j'aurais aimé, c'est avoir des personnes qui m'aident à comprendre qui je suis et comment je fonctionne. Qu'on t'aide à décoder tout ça, en fait. Et réaliser que c'était pas si anormal que ça, ce que tu pouvais vivre peut-être aussi. Exactement, ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, Tu nous as dit tout à l'heure que ton fils avait 11 ans. Oui. On n'est pas loin de l'adolescence. Ouais, on est dans la préadolescence là. Ouais, c'est assez, c'est une chose de rencontrer des ados en séance, c'est une autre chose de le vivre au quotidien. À la maison, c'est pas facile. C'est pas simple parce qu'il y a tout un côté affect, hein, je te l'apprends pas et puis je pense que je l'apprendrai pas aux personnes qui nous écoutent. Notre objectivité, elle est un peu mise à mal et que c'est un peu difficile de prendre du recul. Alors on le fait, parfois on le fait pas non plus, mais surtout j'ai tenté de me déculpabiliser de ce truc-là. De dire: «Bah, non Céline, il y a des moments, bah, où tu seras pas objective, il y a des moments où tu mettras pas en application ce que tu fais en séance et puis, bah, je suis plutôt OK avec ça, en fait». Mais sinon globalement, Raphaël, il va bien, c'est un petit garçon, qui est chouette et avec qui on s'amuse beaucoup et avec qui on a un dialogue, qui est assez ouvert et c'est pour ça que j'y attache de l'importance parce que je me dis: «S'il me dit les choses maintenant et qu'il a suffisamment confiance pour me raconter quand il fait des bêtises», par exemple, bah, quand il sera ado et qu'il expérimentera des plus grosses bêtises et qu'il a besoin d'aide, il viendra m'en parler et ça, pour moi, c'est juste primordial. Ok, c'est quoi ton plus à toi dans l'accompagnement des ados et jeunes adultes? Alors mon plus, excuse-moi, je suis un peu enrouée. Mon plus, c'est je pense, c'est le fait de me reconnecter à moi ma propre adolescence. Tu vois? Je te disais tout à l'heure que, il y avait eu des souffrances dans mon adolescence. J'avais pas obtenu, les réponses à mes questions et le fait de me reconnecter, ça me permet d'une certaine manière de pas de revivre ces souffrances puisque ça serait tortueux et c'est pas l'objectif, mais en tout cas de me remettre dans le bain de l'adolescence. Tu sais, de faire un pas comme si, je passais du monde de l'adulte au monde de l'adolescence et je garde un pied dans le monde de l'adulte pour accompagner et de l'autre côté, je mets un monde enfin pas un monde, mais un pied dans le monde de l'adolescence. Sans projeter mes problèmes d'ado puisque mes problèmes à moi, ils m'appartiennent, d'accord? Et c'est pas l'objectif. Heu, mais de bien prendre en considération, du coup, les problèmes des ados que je reçois et je pense que en tout cas, ce qui ressortirait si on posait la question directement aux concernés, donc aux ados concernés, ce qui leur plaît chez moi, je pense que c'est aussi, mon look, ma manière de leur parler sans tabou, en disant des gros mots, en utilisant leur vocabulaire, assez naturellement. Ça, c'est juste super important, en fait, hein, pour rentrer dans leur monde, c'est d'utiliser les mêmes codes.
mais tout en gardant toujours ce pied à gauche pour l'adulte et à droite dans le monde de l'ado. Et je pense que ça, c'est là-dessus, en tout cas, que je dirais que ouais, c'est mon plus. Super. Comment tu fais ça, toi? Tu parlais du fait que c'était naturel, c'est quelque chose d'assez naturel pour toi, ça se fait un peu tout seul Ouais. ou... En fait, je me suis posé la question de comment je faisais et en fait, je n'ai pas la réponse. Tout simplement parce que, comme je te disais, c'est plutôt naturel et ce que j'aime faire, en fait, c'est observer autour de moi, le monde autour de moi et je me rends compte qu'il y a plein d'adultes qui ont oublié, en fait. C'est un peu comme s'il y avait une amnésie collective sur le fait d'avoir un jour été ado. Alors, j'en sais rien, peut-être que c'est parce que, ça reconnecte à des blessures, peut-être parce que, voilà, enfin ça peut être pour plein de raisons. Mais j'ai l'impression que moi j'ai pas été, tu sais, comme dans Men in Black là pour, effacer la mémoire, j'ai l'impression que moi j'ai pas été flashée et qu'il y a toujours ce truc-là de je me souviens ce que c'est. Ah mais ah, je vais être un peu grossière, mais je le dis, de toute façon je dis des gros mots en séance, je fais: «Mais putain, c'était dur en fait d'être ado» et quand j'ai des familles qui viennent me voir, les parents, je leur dis quoi. Je leur dis: «Mais vous vous souvenez ce que c'était l'adolescence? Vous vous souvenez comme c'était dur?» Pas tout le temps, hein, mais il y a des moments, waouh, c'était hyper dur. Donc finalement, je sais pas exactement comment je fais, mais je pense que voilà, j'arrive à vaciller entre ces 2 mondes-là, quoi, le monde de l'adulte et le monde de l'adolescent et de le faire, de jongler assez naturellement dans ce truc-là, quoi. J'aime beaucoup ce que tu nous dis là parce que clairement, ce que je constate très souvent, c'est que les ados, on peut pas faire semblant. Donc le côté que ce soit naturel, si tu veux, c'est ce qui permet clairement qu'on ait du contact avec eux parce que si on commence à essayer de faire quelque chose qui n'est pas nous, bah, ça fait comme, sans aucune méchanceté aucune, mais comme les personnes qui sont sur TikTok mais qui ne connaissent rien à TikTok et qui sont en décalage par rapport à ce qu'ils font, tu vois. Et ça donne un truc qui fait un peu un faux semblant et ça marche pas. Donc, effectivement, en général, on aime cet âge-là aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est à des âges où on apprend tellement de choses, c'est des âges où il se passe tellement de trucs, on se construit, on se choisit, on se choisit même si on peut changer d'avis plus tard. On crée un avenir, enfin, on crée plein de trucs. C'est fou comme période, c'est dingue. Et effectivement, tu as raison, c'est pas simple en fait. Et c'est vrai, cette histoire d'amnésie collective, c'est vrai que quand on est adulte, on a vite tendance à être plus sérieux. Et puis, l'amourette qui prend toute la place dans la tête de notre ado, on a l'impression que... Voilà quoi. Sauf qu'en vrai, c'est vrai que quand on s'y reconnecte à moi perso, la midinette que j'étais à, à 16 ou 17 ans, où j'avais un cœur d'artichaut et où j'étais folle amoureuse. Ouais. Bah, c'est hyper dur. Mais justement, j'ai une anecdote, si tu veux, là, sur le sujet. C'est un ado que je suis pour, voilà, pour des choses, je vais pas dévoiler pourquoi je le suis. Et en fait, un jour, on avait rendez-vous et je le vois débarquer avec, sa mère. Donc il est grand, c'est un grand ado, il a 17 ans. Et il débarque au cabinet, je vois, il fait la tête. Il rentre, il se met sur le canapé et là, il se met à fondre en larmes. Mais des sanglots, des sanglots, des sanglots, des sanglots. Et là, la maman, elle est juste à côté et elle me regarde en me disant: «Je ne l'ai jamais vu comme ça». Et en fait, tout simplement, ce qui s'était passé pour lui, c'est qu'il s'était fait quitter par sa copine et qu'il vivait un moment hyper douloureux. Et là où je me dis que j'ai réussi, si tu veux, à rentrer dans son monde, c'est qu'il s'est autorisé à venir pleurer chez moi, en fait. Et je me suis dit: «Chouette, il faut qu'il le fasse quelque part. Il a besoin de vivre, ce qu'il est en train de vivre». Et il s'est senti suffisamment en sécurité, on en parlera sûrement plus tard, mais il s'est senti suffisamment en sécurité pour s'autoriser à vivre ce qu'il avait à vivre. Et finalement, tu sais, je l'ai reçu que 20 minutes parce que, il avait envie de se rouler en boule dans son lit et je lui ai dit: «Mais va te rouler en boule dans ton lit, en fait, là, tu as raison, tu as besoin de vivre ce qui t'arrive. C'est hyper dur ce que tu es en train de vivre. L'amour à 3 ans, 5 ans, 17 ans, 20 ans ou 40 ans ou 80 ans, ben, ça se mesure pas à l'âge, quoi». Et quand on s'est reconnecté à ça, comme tu disais, bah, on a besoin de se dire: «Bah, non, c'est pas une amourette». Voilà, c'était juste la petite anecdote, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Et je crois que c'est ce qu'on fait un peu quand on accompagne des ados, c'est qu'on leur autorise
à vivre ce qu'ils ont à vivre. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde où on doit s'adapter. On va chez le médecin, on s'assoit sur la table, on tire la langue, on monte son oreille, on lève son t-shirt. C'est très codé tout ça. Et c'est normal que ça soit codé dans certains milieux. Mais je trouve qu'en en accompagnement, et c'est aussi pour ça que je suis très contente d'en parler avec toi, parce que je l'ai vécu en tant que co-stagiaire avec toi, je l'ai vécu en tant que maman parce que tu as reçu mon petit garçon à un moment. Et donc, je sais aussi comment tu travailles et c'est pour ça que je suis ravie de parler de ça avec toi. C'est en fait comment on fait pour rentrer dans ce monde-là, pour rentrer en contact avec ces jeunes qui vivent tout ça de manière ultra intense. Nous, on a effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un peu oublié parfois. Et on a besoin de pouvoir se connecter à eux pour pouvoir les aider au mieux et leur offrir un lieu où ils savent, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je travaille et je crois savoir que tu travailles un peu comme ça, ils savent que tout est ok. Il n'y aura rien de censuré. C'est leur endroit et c'est safe. Ouais, c'est ça et je vais carrément dans ce sens-là puisque moi tu sais, parfois, j'aime bien leur dire, qu'effectivement, ils savent qu'ils peuvent tout dire et tout balancer, mais c'est pas forcément suffisant pour eux de leur dire ça, même si on les autorise et parfois, volontairement, je vais aller dans la provocation et leur dire un truc horrible, pas sur eux, mais je vais leur dire, bah, par exemple, peut-être que, tu pourrais me dire que, tu détestes ton père au point que tu as envie de le tuer. Et tu vois, d'une certaine manière, je l'autorise vraiment à aller dans l'extrême si, dans ses pensées, c'est, ça qu'il ressent. Et à ce moment-là, il comprend que je vais pas le juger pour sa pensée et par rapport à ce qu'il ressent, tu vois? Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais et volontairement, je vais aller au bout, quoi. Je vais aller dans le pire, le pire, le pire, le pire. Bah, ouais. Et puis là, ça débloque des choses. Ça débloque des paroles, ça débloque des pensées, ça débloque des ressentis. Et ils disent: «Ah bah, c'est bon, là, je suis en sécurité, je peux y aller, quoi». Alors tu nous dis que donc du coup tu leur donnes l'autorisation de tout dire Mmh. en leur montrant un peu avec provocation, j'ai envie de dire, Ouais. qu'ils peuvent tout s'autoriser. Mmh. Est-ce que tu utilises vraiment cet outil-là souvent ou est-ce qu'il y a d'autres outils aussi que tu utilises J'imagine que tu en as plusieurs. Ouais. Heu, Mon objectif premier, en fait, ça va être pour que l'ado, il s'ouvre, il y a pas 36 moyens, il faut qu'il se sente en sécurité. S'il est pas en sécurité, il s'ouvrira pas, il aura pas envie. La plupart des ados que je reçois, ils ont pas envie d'être là. Clairement, moi, je leur demande toujours, je fais: «Est-ce que tu es là à ton initiative ou est-ce que c'est tes parents?» Et quasi pas 100, mais il y a beaucoup de gamins qui me disent: «Bah, non, moi, j'avais pas du tout envie d'être là et puis de toute façon, j'ai pas envie d'être là maintenant». OK, c'est OK. Donc il faut qu'ils se sentent en confiance, il faut qu'ils se sentent en sécurité suffisamment pour s'ouvrir et dire les choses et ces 2 moyens-là, bah, ça va pas forcément prendre 5 minutes. On va prendre le temps. Donc mon premier outil, ça va être prendre le temps avec l'ado et prendre le temps avec l'ado, ça va être de faire connaissance en sortant du cadre thérapeutique. C'est j'enlève ma casquette de thérapeute et je vais aller m'intéresser à toi pour que justement on puisse instaurer ce climat de confiance et de sécurité. Et quand je dis m'intéresser à toi, c'est s'intéresser à leur projet, par exemple. Tu sais que moi j'aime bien donner des exemples et que j'aime bien raconter des histoires, donc je vais t'en raconter une ou deux. Là, j'ai eu un accompagnement avec un adolescent. Euh, je l'ai appris qu'à la seconde séance, mais il fait du rap. Il a 16 ou 17 ans, je ne sais plus exactement. 17 ans, je crois. Il vient avec une problématique qui est hyper lourde. Vraiment quelque chose de très, 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 très costaud. Je découvre ça, qui fait du rap. Et je le découvre parce qu'il m'en parle. Et du coup, je lui demande, je m'intéresse en fait. Je lui dis, mais ok, où est-ce qu'on peut t'écouter? Est-ce que tu es ok pour que je puisse aller écouter ce que tu fais? Il me dit, oui, oui, sur YouTube, sur machin. Il me donne un peu toutes les plateformes de streaming. Mais ce qui est important, c'est pas de s'intéresser uniquement pour instaurer le climat de sécurité, c'est s'intéresser parce qu'on s'intéresse vraiment. Moi, ça m'intéressait, d'autant plus que je suis fan de rap. Donc du coup, je me suis dit: «Waouh, ce gamin, il a 16 ans, il écrit des textes, il fait de la musique, il fait des prods, heu, trop bien» et
je suis allée écouter ce qu'il faisait. Ça m'a tiré les larmes et tout. Enfin, c'était hyper chouette. En plus, c'est un outil complémentaire pour moi parce que dans le rap, en général, c'est tes souffrances que tu écris, hein. C'est pas vraiment tout est beau, tout est rose, tout va bien. Et après, ça va créer une interaction qui va être complètement différente parce qu'il m'a autorisée d'une certaine manière à rentrer dans son monde. Et du coup, moi, je vais aussi l'autoriser à rentrer dans mon monde parce que je vais aussi lui parler de moi. Lui, il vient me délivrer quelque chose. C'est normal que dans l'autre sens, ça se fasse aussi. Donc, je vais aller lui délivrer des choses perso. De toute façon, on le voit, ils aiment, hein. Ah ouais, et puis tu sais, ils sont étonnés, tu leur racontes des anecdotes, tu leur racontes des choses. Et waouh! Et d'un coup, tu vois, il y a une espèce de connexion qui se fait. Tu sais, moi, je suis très sensible aux énergies que les gens vont émaner, aux énergies qu'on va recevoir, aux énergies qu'on va projeter. Et, et donc, s'intéresser, rentrer, tu vois, j'ai une autre jeune fille qui fait de la couture. Alors, elle fait ses fringues, machin et tout. Et puis, l'autre jour, elle me dit ah, bah, je vais me faire une robe, je vais à un concert, je veux qu'elle soit prête. Bah, la séance d'après, le premier truc que je lui ai demandé, avant même de savoir comment tu vas, c'est t'as fini ta robe pour ton concert? Ah bah non, attends, je te montre. Elle m'a sorti son téléphone, elle m'a montré où on en était, elle m'a montré le tissu. Bah, tu te souviens, je t'avais dit que je voulais un tissu comme ça. Et en fait, la relation, elle est là, quoi. Après, presque, il y a plus rien à faire. C'est pas tant une question de technique, c'est intéresse-toi à l'autre et il va te suivre, en fait, derrière. Donc c'est juste, pour moi, c'est l'outil numéro 1, c'est prends ton temps, enlève ta casquette de thérapeute, merde au thérapeute et intéresse-toi, à ce que l'ado fait, à ce qu'il est, ouais, qui il est, quoi. Ouais, et pour revenir à ces jeunes qui, en général, quand ils viennent nous voir, ont des problématiques, ont des soucis, ont des trucs qui se passent pas bien. Et effectivement, les valoriser sur ce qu'ils font, waouh, ça fait du bien, quoi. Et très probablement qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adultes qui lui a dit: «Ah ouais, tu fais du rap et alors tu fais quoi?» Et que la jeune femme dont tu parles, pas grand monde lui a dit: «Alors montre-moi, elle est comment ta robe, quoi?» Les gens ont tendance à penser que sous prétexte que c'est des ados, ben, voilà quoi. Alors que rentrer dans leur monde, c'est aussi les accueillir tels qu'ils sont et effectivement les reconnaître en tant que, en tant pas en tant qu'adulte, mais en tant qu'humain quoi, tout simplement, en tant que personne à part entière. Ouais, en tant qu'individu, c'est je suis un tel et je fais ça et je kiffe et c'est ouf et trop bien, quoi. Et cette interaction-là, pour moi, elle est super importante et moi, c'est la partie que je préfère dans les accompagnements. Si aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent me voir, c'est pas pour mes techniques. J'utilise de l'hypnose, j'utilise de la systémie familiale, j'utilise plein de choses, mais en vrai, je pourrais faire, tu vois, on pourrait faire d'autres choses. Et tu le sais très bien, tu sais que les gens qui viennent te voir, ils viennent te voir parce que c'est Émilie, quoi. Et parce que c'est toi, tu viens avec ta perso, avec ta personnalité, avec tes trucs. Et peut-être que tu ferais, je sais pas moi, du sport, elle viendrait te voir aussi, tu vois. Carrément. Donc au-delà de la technique, c'est l'état d'esprit, c'est comment tu es, qui tu es, et voilà. Moi, je touche du bois. Jusqu'ici, ils sont contents, mais Comment on fait pour s'autoriser ça, en fait? Parce que c'est vrai que c'est un peu sortir des sentiers battus, c'est pas ce qu'on nous dit en formation, on est bien ouais, d'accord, hein? En ouais. formation, on ne dit pas: «Allez, sois toi-même, écoute-le, parle-lui de lui». Alors on dit: Mmh. «Oui, ouvre-toi et sois en position basse et accueille ce qui vient», mais on te demande aussi de mettre du cadre, on te demande plein de Ouais. choses. Là, dans ce que tu es en train de me dire, et de m'expliquer, ce que j'entends complètement parce que j'y adhère, mais le cadre, il est plus tout à fait identique, quoi. Comment tu as pu t'autoriser à ça? En fait, tu vois, je le vois, c'est pas qu'il y a pas de cadre, c'est que le cadre, il a une autre forme. C'est que dans mon cadre, on s'autorise à être soi. Dans mon cadre, on s'autorise à enlever la casquette de thérapeute. Dans mon cadre, en fait, on pousse les murs. Et je me suis autorisée à le faire, pas tout de suite, pas au début de mes accompagnements. Au début, bah, après, c'est un peu comme tout le monde, tu sors de formation, tu appliques ce que tu viens d'apprendre
Et c'est ensuite, une fois que tu as la maîtrise, que tu t'autorises à faire des choses différentes. Heu, Quand tu as eu ton permis de conduire, bon, bah, aujourd'hui au début, tu fais tout bien comme on t'a appris et puis au bout d'un moment, tu prends de l'assurance et puis avec l'assurance, tu t'autorises à dépasser un peu les limitations de vitesse et puis, tu te dis: «Bah, tiens, si j'allais, louer une voiture, pour aller faire du circuit, pourquoi?» Enfin, tu vois? Donc je pense que c'est le fait d'avoir pris de l'assurance, d'avoir cumulé les séances avec les familles, les ados, heu où je me suis dit, je me suis autorisée, tu me connais, j'utilise beaucoup le mot «merde». C'est: «Mais merde Céline, fais du Céline, quoi!» Tu vois? Sois Céline et je pense qu'en étant Céline et en t'autorisant ce truc-là, ça sera aidant. En fait, tu sais, je j'ai pas vraiment d'explication, c'est je l'ai senti comme ça. J'ai senti que je pouvais m'autoriser à sortir du cadre du thérapeute classique et d'une certaine manière, c'est aussi les personnes qui sont venues me voir qui me l'ont autorisé. À travers, des phrases comme, «On a tout essayé avant de venir vous voir. On a vu plein d'accompagnants différents et ça a pas marché». Alors moi, ils me mettent la pression, hein, je te raconte pas, hein. Ils me mettent une pression de ouf. Je suis là: oui» mais d'une certaine manière, ça veut dire, bah, en fait, les choses conventionnelles, ça a pas forcément fonctionné. Bah, fuck les conventions, tu vois? Et on y va. Et c'est pour ça que quand je débarque le matin avec mes Doc Martens et mes tatouages, les gens, tu sais, des fois, les premières rencontres, parfois, les gens, ils me regardent avec des yeux, tu sais, tout ronds, genre: «Mais qui c'est celle-là?» Mais c'est OK. Et après, ils se rendent compte que c'est OK, en fait. Et Et c'est chouette. là, tu nous parles des ados, des jeunes adultes, enfin des gens qu'on accompagne, Mmh. enfin des personnes qu'on accompagne, mais tu sais, enfin tu le sais comme moi, quand on accompagne des ados, c'est souvent les parents qui payent. Ouais. Comment ça se passe avec les parents? Parce que quand on a cette relation très proche avec les jeunes, est-ce que ça fausse pas un peu la relation avec les parents? Comment tu fonctionnes toi avec les parents? Avec les parents, alors tu sais, même quand ils sont grands ados de 17 ans, voire 18, s'ils viennent avec leurs parents, à 18 ans, bon, c'est plutôt rare à 18 ans qu'ils viennent avec leurs parents, mais on va dire, allez, le max 17 ans, grand ado, 17 ans, ils viennent avec leurs parents. Et bah, la première séance, je la fais systématiquement entièrement avec les parents et l'ado, les 3 ensemble ou les 2 ensemble s'il y a qu'un seul des parents. En fait, il y a plusieurs ce que je dis souvent, c'est qu'il y a plusieurs vocations à cette première séance. La première séance, c'est de faire connaissance. La première séance, le premier point, c'est de faire connaissance, tous ensemble. Moi, je leur dis, je m'appelle Céline, j'ai 40 ans. Enfin, je leur raconte pas ma vie, mais voilà, c'est d'avoir déjà ce premier lien, de briser la glace, tu sais. Et ensuite, je leur dis, bah, on va parler de votre venue à tous les 3. On va parler de comment je travaille, euh, mais surtout, on va se connecter tous ensemble et on va s'écouter les uns les autres. Et on va écouter les différents points de vue de tout le monde. Donc, dans mes accompagnements, je ne prends jamais parti, bien évidemment, ni pour l'ado, ni pour les parents. Mais il y a des moments où je vais pencher d'un côté en disant: «Ah, écoutez là, il y a quoi derrière ça? Il y a quoi comme besoin derrière, votre ado quand il vous dit ça?» Et au même titre, je vais rééquilibrer de l'autre côté. «Tiens, tu as vu ce qu'elle a dit ta mère là? Qu'est-ce qu'elle vient chercher ta mère quand elle dit ça?» Et en fait, du coup, si tu veux, comme il y a une écoute active des 2 côtés, je vais autant les écouter les uns que les uns des autres. Donc les parents, ils se sentent aussi dans cette bulle de sécurité finalement. Et l'objectif, c'est aussi de les mettre autant en sécurité que leur ado quand il est là. Et c'est pour ça que cette première séance, elle est primordiale. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Si, si. ouais. Mais du coup, il m'en vient une autre, Ouais. qui est celle, c'est quoi ton cadre? C'est-à-dire que moi, mon cadre, par exemple, c'est de dire en séance à l'ado, tout ce qui se passera en séance par la suite, ce sera entre toi et Ouais. moi, sauf s'il y a un danger. Mmh. Et ça, je suis assez carrée là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a un risque pour ta santé mentale ou physique, Ouais. je serai dans l'obligation d'en parler à tes parents, mais je le ferai pas sans te le dire. Ça, c'est mon cadre à moi, par rapport aux parents, et les parents le savent. C'est-à-dire que je leur dirai s'il y a un danger. Sinon, ils sauront rien. C'est comment pour toi? Ouais, bah, exactement la même chose que toi. Je le précise bien aussi en première séance. Tout ce qui sera dit entre l'ado et moi, bah, ça reste top secret. Tu sais, je dis souvent, tu sais, moi, j'ai mon armoire secrète à l'intérieur de mon ventre avec tous les secrets
de tous les ados qui viennent me voir et les enfants qui viennent me voir. Et sauf s'il y a un danger pour toi, pour ta santé, comme toi, santé physique ou santé psychique, je serai obligée d'en parler à tes parents. On trouvera des solutions ensemble. On ira chercher, s'il y a besoin d'autres ressources, on ira chercher d'autres ressources, des ressources externes. Et voilà, comme ça, c'est dit dès le départ, ils le savent. Et ça ne les empêche pas, du coup, de... Tu vois, moi, j'ai toujours eu un peu cette crainte de oui, mais si je leur dis ça, du coup, si, par exemple, il y a de la scarification, il y a des choses comme ça, ils vont peut-être pas oser me le dire. Et en fait, ils le disent quand même. Ouais. Donc, ça va. Moi, j'ai un bel exemple là-dessus d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui avait vécu une grosse agression, quelque chose de difficile. Et puis qui avait du mal à s'en sortir. Sa maman a fait une dépression suite à ça. Donc la jeune fille portait aussi une culpabilité par rapport à la dépression de maman. C'est un peu de ma faute si maman elle n'est pas bien. Enfin, ça portait beaucoup de choses, tout ça. Et puis un jour, elle était suivie, elle, par le médecin, une psychiatre, une psychologue et moi. C'était costaud, mais elle avait à cœur de continuer tout ça. Et moi, j'ai toujours tendance à m'effacer en fonction de l'enfant. C'est-à-dire que si le jeune me dit je veux te voir, ok, on garde. Par contre, si le jeune commence à dire ça fait trop, ok, je prends du recul et il viendra quand il aura envie et quand ce sera ok pour lui, tu vois. Chaque chose en son temps. Et donc, ce jour-là, on fait la séance classique et je sors le jeu du Dixit. Ouais. Tu connais les cartes du Dixit? Ouais, je l'utilise pas, mais oui, je le connais, ouais. Et là, il y a une carte du Dixit qui est une bougie avec une larme de sang. Et elle me sort cette carte-là et elle me dit, tu sais, ça me fait ça quand je me scarifie, en fait. Ouais. Et elle sort ça comme ça, sachant que ça faisait 5 ou 6 séances qu'on faisait ensemble, que j'avais eu le psychiatre au téléphone, que j'avais eu le psychologue, etc., et que ça n'était sorti nulle part. Ouais. Et ce que j'aime, en fait, dans nos accompagnements d'ados, c'est ça, en fait, c'est cette possibilité de dire et de partager. Et effectivement, même s'ils savent très bien qu'en nous le disant, on le dira, ou qu'en tout cas, on trouvera des solutions ensemble pour s'en sortir, ça ne coupe pas le langage. C'est important de leur dire. Ouais, c'est super important. Ça me rappelle justement un accompagnement que j'ai fait d'une ado 14 ans, 15 ans. Et en fait, après la première séance, elle est revenue en seconde séance et elle m'a dit, suite à notre première séance, Céline, j'ai pu dire à mes parents que je m'étais fait agresser sexuellement. Elle en avait jamais parlé avant. Et tu sais, ça me renvoie toujours à ce cadre de sécurité qu'on leur offre en fait à ces adolescents. Et j'ai même pas eu du coup c'est pas à moi qu'elle en a parlé directement. Elle en a d'abord parlé à ses parents et ensuite seulement elle m'en a parlé de ce truc-là. Et quand c'est le cas inverse, c'est ok. Moi ce que j'aime bien faire, c'est ce que tu viens de me dire là. Comment on peut en parler à tes parents? Est-ce que tu veux le faire tout seul? Est-ce que c'est toi qui le fais? Est-ce que tu veux qu'on fasse venir tes parents en séance et on en parle tous ensemble? Tu leur dis quand tu es là. Est-ce que tu veux que moi, je leur en parle? Et en fait, je propose plusieurs solutions. Parce que quand on dit oui, il faut absolument en parler. Ouais, ok, mais comment? Dans quel cadre? Comment on met le truc en place? Quand un ado nous dévoile un secret, aussi lourd soit-il, comme de la scarification, comme des violences sexuelles, comme des choses comme ça, c'est déjà dur pour eux d'en parler. Comment on fait pour en parler aux parents sans qu'ils le prennent comme une trahison? Je suis d'accord. Et c'est chouette ce que tu dis, c'est que moi, ce que j'entends dans ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut adapter le cadre en fonction du besoin et de l'enfant ou du jeune. Parce que clairement, lui, il sait. Il sait ce dont il a besoin, il sait ce qu'il veut. Alors, il ne sait pas forcément exactement ce dont il a besoin, mais il sait très bien, de toute façon, étant donné le cadre de séance, que quand il te dévoile un secret, et il le fait en conscience. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de cachet là-dessus. Et l'idée, c'est de revenir à ça. C'est quoi, il se passe quoi à ce moment-là? Il se joue quoi? Et comment est-ce que lui, il veut qu'on continue à l'accompagner pour que justement, il ne se sente pas trahi? C'est vachement chouette. C'est super important. Ouais, c'est hyper important parce que la confiance, elle vient, mais elle peut partir. Tu vois, avec une seule action, elle peut partir en fumée, quoi. Ouais.
carrément. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec l'ado, sur sa com avec ses parents? Ouais, carrément. Ah bah, tu vu comme je le dis déjà? Ouais, carrément. Ouais. Tu vois, est-ce que tu utilises des tips là-dessus? Est-ce que tu leur expliques, je sais pas, la CNV, Ouais. etc. Comment tu fais? Alors en fait, moi j'aime bien, tu sais, je leur dis aux parents et même aux ados, je leur dis: «Quand vous ressortez de mon cabinet, je veux pas seulement que vous ayez suivi ou que l'ado ait suivi une séance, de thérapie, je veux que vous repartiez, comme si vous aviez assisté à une formation». Tu vois? Genre, on repart avec des outils, je leur dis, «Moins je vous vois, mieux je me porte, c'est que ça va mieux». Je pense que mon rôle, c'est de les rendre autonomes, tous, dans le système familial, de rendre autonome l'ado aussi, parfois de rendre autonomes les parents, dans leur rôle de parents et d'où le fait de faire du coaching parental, c'est hyper important, hein, dans ce truc-là et en fait, mon approche avec pour avoir de la communication entre les ados et les parents, ça va être d'abord l'approche avec les parents. Dans ce cas-là, je reçois les parents seuls, après avoir reçu avec l'ado et en fait, on va revenir sur des notions qui me paraissent juste essentielles sur, le développement de l'ado, qu'est-ce qui se passe au niveau, hormonal, de quoi ils ont besoin. Puisqu'en fait, il faut penser que l'adolescence, c'est un moment de vie qui est très court et en fait, c'est un peu comme si on passait brutalement de l'enfance à l'âge adulte. Et qu'en fait, l'adolescence, c'est une espèce de transition, mais qui est hyper courte. Hein. L'adolescence à 13, 18, 19, en fait, c'est hyper court et on est beaucoup moins tolérant avec les bêtises d'un ado qu'avec les bêtises d'un enfant, alors que l'adolescent, tout comme l'enfant, son cerveau, il n'est pas fini d'être développé, qu'il a encore plein de notions auxquelles il n'a pas encore accès. Hem et que, bah, toutes les connexions neuronales, elles sont pas faites et qu'il y a un moment donné où, bah, leurs comportements vont être liés à ce développement-là et que, du coup, ça va avoir un impact sur la famille puisque les parents ne vont pas forcément comprendre ce qui se passe pour leur ado et du coup, ça va générer des conflits, des crises et cetera. Donc pour moi, c'est primordial de passer par la case information. Bah, tu sais, un peu, c'est la notice de l'ado, quoi. Comment ça fonctionne? Alors je prends ma notice, tu sais, je prends ma notice, de mon micro-ondes, bah, là, je prends ma notice de mon ado et en fait, je reste, je suis pas neurologue, je suis pas, voilà, je suis pas neuroscientifique, mais je pense qu'il y a des informations auxquelles, les parents n'ont pas accès, donc je leur donne quelques informations comme ça. Déjà, c'est: «Ah ouais, ah bah, je comprends mieux pourquoi nin 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 nin», tu vois? Et du coup, ils sont beaucoup plus tolérants sur ce qui se passe. Et il y a un truc qui est hyper important, c'est que enfin, les adolescents ont besoin d'autonomie, mais ils ont aussi besoin d'être sécurisés. C'est assez paradoxal. C'est j'ai besoin de me sentir en sécurité, mais en même temps, j'ai envie que mes parents ils me fichent la paix. Tu vois? Il y a, comment il s'appelle? Ray Oldenburg, qui c'est un professeur de sociologie. Il a théorisé en fait un truc, je sais pas si tu connais, c'est les tiers-lieux. Les tiers-lieux, les environnements sociaux qui viennent après la maison et le boulot et du coup l'école. Et donc, il parle de ce truc-là en disant, bah voilà, c'est un volet complémentaire à la vie sociale, à la communauté. Et en fait, les enfants et les adolescents, enfin les adolescents particulièrement, ont besoin d'appartenir à une communauté tout en étant sécurisés. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des jeux vidéo dans mes accompagnements, parce que souvent c'est un peu le conflit, c'est oui, mais ils jouent à Fortnite, oui, mais ils jouent à Counter-Strike, oui, mais nanani. Ok, en fait, quand ils jouent à LoL ou qu'ils jouent à Counter-Strike ou qu'ils jouent à Fortnite, ils sont, ils viennent nourrir leur besoin d'appartenance à une communauté, tout en étant sécurisés parce qu'ils sont physiquement à la maison. Et c'est ce tiers-lieu-là virtuel, pour le coup, parce que là, c'est un tiers-lieu virtuel, qui va leur permettre d'expérimenter de manière sécurisée, parce que s'ils se plantent de manière virtuelle, c'est pas bien grave, et qu'ils sont quand même à la maison. Et tu vois, c'est un outil que j'aime bien utiliser et expliquer aux parents, c'est votre enfant, votre ado, il a besoin d'appartenir à une communauté, mais comme tout individu humain, on a tous notre besoin d'appartenance à la communauté.
comment justement on vient nourrir ce besoin-là? Comment les ados, bah ouais, un ado qui est sur TikTok, un ado qui est sur Instagram, un ado qui est fourré tout le temps dans ces jeux vidéo-là, bah, c'est juste qu'il a besoin d'être connecté avec d'autres gens qui sont comme lui, en fait. C'est un besoin. Donc, sans ça, il va avoir du mal à s'épanouir, il va avoir du mal à expérimenter. Et si vous êtes tout le temps sur son dos, bah, au final, quand il sera adulte, ça va être super angoissant pour lui, quoi. Ça va être super flippant parce qu'il ne saura pas comment faire. Parce qu'il n'aura pas eu l'occasion d'expérimenter tout en étant en sécurité. C'est comme un enfant quand il apprend à marcher. C'est il expérimente, il fait des pas, mais vous êtes derrière lui. S'il tombe, vous le retenez. Et ben là, c'est pareil, c'est s'il tombe dans sa communauté, vous êtes là. Mais laissez-le, lâchez un peu l'élastique, quoi. Tu vois? Et ça, c'est des outils que j'aime bien expliquer aux parents. Donc d'expliquer les fonctionnements, d'expliquer les besoins de l'ado. Et d'une autre manière, je fonctionne pareil avec l'ado. C'est-à-dire l'ado, je vais lui expliquer comment fonctionnent ses parents. Alors, comment fonctionnent ses parents, c'est un bien grand mot, mais je vais expliquer. Je dis souvent aux ados, tu sais, les parents sont très maladroits. Ils veulent faire tellement bien les choses, mais ils sont gouvernés par leur peur de parents. Parce que personne leur a appris comment on faisait. Personne leur a dit, euh, personne leur a donné les compétences de parents, quoi. Tu vois? Et donc, tes parents, bah, quand ils te gueulent dessus parce que tu n'as pas fait tes devoirs et que c'est la misère et qu'ils te privent de jeux vidéo, ils te privent de sorties, de copains, c'est très maladroit de leur part. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est j'ai peur que tu ne réussisses pas dans la vie. Alors du coup, on va expliquer ça à tes parents pour qu'eux, ils puissent aussi prendre conscience de leur peur et qu'on puisse trouver d'autres solutions. Donc, le choix des mots, le choix de tout ça, c'est primordial en fait. Et le vocabulaire, même le vocabulaire qu'on utilise, que les parents vont utiliser, on va faire toute une passe là-dessus. C'est OK, bah, il y a quoi derrière ce mot-là, quoi. Et pareil pour l'ado, il y a quoi derrière ça? Qu'est-ce que ça veut dire en vrai, quoi? On traduit, on fait les traducteurs, quoi. Et travailler avec les parents, c'est pour ça que je parle de coaching parental, c'est que dans le coaching parental, il n'y a pas que l'apprentissage de comment fonctionne un ado ou un enfant. C'est OK, il y a quoi derrière ta peur de parent? Comment on peut régler ce truc-là pour que du coup, tu te rends compte que tu peux faire confiance à ton ado? Enfin, il y a plein de sujets. En vrai, ça mériterait qu'on fasse un podcast de 10 000 heures, tu vois, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Hein, Non, mais c'est déjà très clair en fait. Effectivement, donner des billes à l'ado pour comprendre son environnement, donc ses parents, donc le cadre qu'il y a autour de lui, qui parfois est submergé par des émotions et des trucs qui se passent sans qu'il comprenne forcément pourquoi, parce qu'il n'est pas dedans, et que lui-même, il a ses émotions et ce qu'il a à vivre. Et faire l'inverse de l'autre côté, c'est-à-dire expliquer aux parents, effectivement, comment ça fonctionne un ado. Et qu'effectivement, comme tu le dis très très bien, le cerveau, il n'est pas complètement mature. L'OMS parle même de 25 ans. Tu disais 18-19 tout à l'heure, mais... Oui, 25 ans, c'est ça. C'est ce que je leur dis. Je leur dis: «Votre enfant, son cerveau va arriver à maturité à 25 ans, que toute la partie préfrontale, elle est pas, c'est pas terminé, quoi. Il faut que ça pousse encore». C'est Marcel Ruffo qui dit que les enfants, les ados sont des ados tant qu'ils emmènent leur linge à laver à maman. Ça, C'est c'est bien. rigolo, quoi, quand même, en se disant, bah ouais, c'est à peu près ça, en fait. C'est Ouais. quand qu'on en est là. Il y a un podcast que j'ai enregistré la semaine dernière où l'intervenant me disait, en fait, ça manque de cases. Et c'est OK, parce que nous-mêmes, on a Mmh. manqué de cases à ce moment-là. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le décodeur pour tout comprendre à ce moment-là. Et comme tu dis, le cerveau a besoin de faire des tests, des essais, d'essayer. Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher. Exactement. Ouais, c'est ça. Par rapport aux jeux vidéo, j'aime beaucoup ton approche parce qu'effectivement, c'est un truc dont les parents ont peur. Mmh. C'est hyper Euh, diabolisé, hein. ouais, c'est hyper diabolisé et ça fait vachement peur. J'ai enregistré un podcast avec Andri qui sortira dans quelques semaines, qui est psychologue et qui accompagne les jeunes dans ce cadre-là et qui m'expliquait, enfin je vais faire un petit teaser en avant, Ouais, vas-y. qu'il fallait accompagner aussi les parents à mettre un peu de cadre là-dedans. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que notre enfant, on n'essaye pas de le faire marcher quand il est tout bébé sur des tessons de bouteille, hein.
Ouais, bien On sûr. est d'accord? On Ouais, ouais, c'est sécurise un clair. peu ce qu'il y a autour. Mmh. Et ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si, pour moi, en tant que parent, le fait que mon fils ou ma fille joue aux jeux vidéo pendant X heures, la nuit, le matin, se lève la nuit pour aller jouer, comment je peux faire pour que le cadre soit OK pour moi et pour lui? Et de remettre le besoin au niveau de l'ado, parce que c'est l'ado qui a besoin de quelque chose, c'est pas Ouais, bien moi. sûr. Mmh. Voilà. Et c'est ouais, il y a tout un sujet autour des jeux vidéo. Bon, après moi j'adore les jeux vidéo, j'ai toujours été hyper fan de ça. Donc j'ai pas trop de mérite à comprendre ce que vit un ado qui joue aux jeux vidéo parce que j'y ai beaucoup joué et je continue à jouer. Mais du coup, le cadre, il est effectivement super important en termes de temps passé, devant les jeux vidéo et surtout en termes d'âge. C'est-à-dire que tu fais pas jouer un gamin de 8 ans à Fortnite. Il y a quand même des choses à respecter et ça, pour moi en tout cas, même si tu vois, je te disais que je pousse les murs, pour le cadre, c'est qu'il y a des choses pour moi qui sont non négociables et pour moi, c'est non négociable qu'à 7 ou 8 ans, on joue à Fortnite ou à CS et c'est juste pas possible parce qu'il faut effectivement laisser de la liberté et comprendre sur quoi ça agit et pourquoi c'est bénéfique à l'ado de jouer à des jeux vidéo. Mais par contre, faut avoir une logique quand même dans ce truc-là. Donc, liberté oui, mais cadre impératif. Aussi, Mmh. on est d'accord. Mmh. Super. Bon, bah écoute, c'est super clair tout ça. Je te propose qu'on passe au quiz de fin. Tu sais, Ouais. c'est le quiz de fin que je pose à tous les accompagnants que Mmh. je questionne. Je te l'ai déjà posé, mais autrement, mais on verra si ça ressort pareil. OK. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé dans tes accompagnements? Tu sais, le truc où tu te disais au début, je vais faire que comme ça, puis en fait, non. Bah, dans mes accompagnements, du coup, ce qui a changé, c'est le cadre. C'est le cadre, du coup, où j'ai effectivement poussé les murs et ce qui a changé, c'est de m'autoriser à être plus Céline que, Céline thérapeute et du coup, faire rentrer, des choses perso. Tu sais, hier, je déjeunais avec une amie qui fait des bilans de compétences et elle s'autorise pas à parler d'elle en séance avec ses clients et je lui ai dit: «Mais tu sais, c'est hyper riche de partager des choses à toi parce que ça te remet sur le même pied d'égalité que les personnes qui viennent te voir et du coup, ça leur permet de leur montrer que tu n'es pas un robot, quoi et que, bah, ouais, toi aussi tu as des failles, ouais, toi aussi tu as vécu ça» et après l'objectif, c'est pas effectivement de tirer toute la couverture à soi, mais de donner quelques infos comme ça, quand ça quand c'est pertinent et stratégique. Ça, c'est plutôt chouette et ça, je me l'autorisais pas du tout. Au tout début de mes accompagnements, j'étais, tac, 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 enfin, tu vois, je suivais tout un truc et ça, au fur et à mesure du temps, je dis: «Non, mais ça, en fait, moi, ça me va de partager des choses» et je pense qu'en plus, il y a un vrai plus, tu sais, en marketing, on parle de storytelling et de comment, nos émotions, vont faire vendre, tu sais? Alors, c'est vraiment purement marketing, mais hem dans cette optique-là, c'est, bah, moi aussi en tant que thérapeute, j'ai des émotions, moi aussi j'ai des failles, moi aussi j'ai des blessures. Bah, quand tu dis à un ado que toi aussi quand tu étais ado, tu as eu des blessures et tu es allé voir un psy, bah, il se dit: «Ah! Elle peut me comprendre en fait». Tu vois? Alors, sans rentrer dans le détail, je raconte pas ma vie, mais c on a besoin d'avoir des liens avec des gens qui nous comprennent et parfois ça passe par la case: «Oui, je ne peux pas comprendre exactement ce que tu vis parce que c'est ton histoire, mais dans mon histoire, moi, j'ai vécu ça» et je pense que ça, c'est hyper important. Alors, il y a plein de psys qui vont te dire: «Non, surtout pas, il faut pas, et cetera». Moi, je m'en fous. On en parlait lors du podcast avec Sarah Bonjour qui expliquait ça et qui disait que par exemple, dire à un ado qu'on accompagne, moi aussi j'ai eu des grosses angoisses, moi aussi j'ai vu quelqu'un et tu sais, t'as pas l'impression là, mais il y a eu une période où moi j'étais prostrée dans mon lit et j'arrivais pas à sortir de mon lit. Et aujourd'hui j'en suis sortie et regarde, c'est possible. En fait, ça ouvre une porte, ça donne un truc réel et je trouve que c'est dans ce sens-là que ça peut être pertinent. Puis parfois ça peut être aussi pertinent de leur dire, euh, moi je l'utilise souvent. Je leur dis que moi, j'ai des phobies que j'ai pas envie de soigner. C'est-à-dire que par exemple, je déteste les animaux morts. C'est un truc qui me terrorise. Mais ça me terrorise, mais à un point où je peux pas regarder, quoi. Ça me prend aux tripes.
Et j'ai pas envie de la soigner, cette phobie-là. J'ai pas envie de la régler. Et c'est complètement OK. Et le fait de parler de ça, c'est pas raconter ma vie pour raconter ma vie. C'est juste te dire, OK, toi aussi, tu as le droit de la garder, ta phobie, si pour le moment, elle est confortable, en fait. Si pour le moment, elle est OK pour toi, j'y vois pas d'inconvénient. OK, ta mère t'emmène parce qu'elle trouve que c'est chiant. Mais c'est pas toi qui le vis. À toi de rendre le truc confortable, le plus confortable possible pour ta maman à la limite, mais qu'on trouve ensemble une solution qui soit cohérente avec ça. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu me dis, c'est de montrer un peu quelques failles, en fait. Ouais. De sortir du truc qu'on est parfait. On en parlait dans le live, on a fait un live ce midi avec Hermance Lemel pour parler des traumas. Et on disait qu'on a besoin effectivement de s'autoriser à être soi-même pleinement, quoi. Point Ouais, barre. bien sûr. On a des failles. Bah ouais, et puis encore une fois, les gens, ils viennent voir quelqu'un, quoi. Ils viennent pas voir un robot, ils viennent pas voir quelqu'un de tout puissant. Et alors oui, quand tu es neurochirurgien et que tu dois faire une opération du cerveau, on attend de toi que tu sois parfait dans ton dans ton truc. Mais et heureusement, moi, en tout cas, je sais que j'attendrai que si je vais voir un neurochirurgien qui doit m'opérer du cerveau, je dirais, tu as intérêt à assurer, quoi. Mais voilà, on peut accompagner et se dire: «Bah, ouais, moi aussi j'ai eu des blessures» et au contraire, c'est montrer ses failles, c'est un peu du don de soi, quoi, tu vois? Ça permet à l'autre, à l'ado de se sentir plus en confiance et de se dire: «Bah, ouais, ah tiens, c'est marrant, elle aussi», Ouais. tu vois? Mmh. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la toi qui débutait? J'aurais envie de lui dire: «Démerde-toi». Pourquoi? Je vais pas te laisser juste comme ça sur ta faim. Pourquoi démerde-toi? Parce qu'en fait, finalement, je pense que comme tout accompagnant qui débute, on en chie un peu quand même. Dans le sens où on a plein de questions, on est parfois en souffrance par rapport à nos accompagnements. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là. Et en fait, finalement, je me dis que si j'en suis alors j'ai toujours des doutes, j'ai toujours mes failles, j'ai toujours des accompagnements qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment. Et ça, c'est OK, hein. Je suis OK avec ce truc-là. Pendant un moment, j'étais pas OK avec le fait qu'il y ait des accompagnements qui soient plus difficiles. Et en fait, bah, si j'ai avancé jusque-là, c'est que je suis passée par toutes les autres cases que j'ai déjà vécues. Donc finalement, c'est continue comme ça, continue sur ta lancée et puis tu vas voir ce que tu vas traverser, ça va t'aider, en fait. Même si c'est des grosses périodes de doute et des périodes où tu te diras: «J'arrête tout», parce que moi j'en ai eu, hein, des périodes de «j'arrête tout» et je fais plus ce métier. Tu sais, après une séance un peu dure, après, un truc qui te met en stress, après un sujet qui t'a un peu touché parce que, pour, X, raison, moi j'ai déjà dit ça: «J'arrête». Je l'ai dit dans ma tête, hein, je l'ai pas dit dans mon entourage. «Non mais j'arrête, c'est bon, c'est pas fait pour moi ce métier». Tu vois? Et je pense que c'était nécessaire de traverser ça et c'est pour ça que finalement, bah, j'ai pas spécialement envie d'être pas bienveillante avec la moi qui débutait. Je pense que me connaissant dans ma personnalité, j'ai aussi besoin d'être bousculée et je me suis bousculée et du coup, ça m'a fait du mal, mais ça m'a fait du bien aussi. J'aime bien ce que tu dis parce que je suis sûre que c'est un truc dans lequel beaucoup d'accompagnants peuvent se retrouver. Moi, encore aujourd'hui, hein, tous les 3-4 mois, je me fais un truc en mode c'est bon, j'arrête tout, je cherche un boulot, quoi. Ouais. Et c'est rarement à cause d'une séance, c'est souvent à cause de toutes les petites voix internes qu'on peut avoir parfois à Mmh. s'auto-juger, à se dire merde, fais chier, machin, bidule, truc chouette. Et puis aussi tout le côté, on est entrepreneur, mais on fait tout, quoi. On fait la com, on travaille sur notre manière de fonctionner. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dedans et qui font que parfois c'est un peu lourd aussi. Et ce que j'aime dans ces prises de conscience-là, et c'est ce que je dis en séance tout le temps, c'est cool d'avoir une crise. Parce que c'est à ce moment-là où je peux me rappeler de ce qui est essentiel et de pourquoi je le fais. Et que parfois, si j'ai pas fait de com sur les réseaux ou quelque chose le lendemain, c'est pas grave Ouais, c'est OK, quoi. en fait. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a ces crises de temps en temps qu'on peut se l'autoriser, parce qu'en soi, clairement, quand tout va bien, cuit les petits oiseaux, on se pose pas de questions, hein.
On vit Ouais, le c'est truc, clair. Mmh. droit devant. Donc On en y fait, va. Mmh. tu as raison, lâchons-nous la grappe là-dessus. Vivons les trucs cool, les trucs moins cool. De toute façon, on a plein de trucs à apprendre. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi, et pour tous les gens qui nous écoutent, c'est que c'est pas fini et qu'on aura encore et que c'est super chouette, quoi. Ouais, j'adore, ça me va. La question d'après, c'est est-ce qu'il y a un moment où toi tu délègues? Alors j'ai eu plein de réponses là-dessus. Je m'explique, ça veut dire quoi tu délègues? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bah là je peux pas l'accompagner tout seul? Moi c'est le cas sur les problématiques suicidaires. La problématique de scarification, dont je parlais tout à l'heure, ben, j'en ai parlé à la psychologue, psychiatre, et au médecin traitant. C'était important pour moi de référer l'information. À quel moment tu délègues? Alors, il y a eu des moments où alors si je peux parler de avant, après. Avant, je m'autorisais pas, par exemple, à recevoir des ados qui étaient en grosse souffrance, type, scarification, troubles alimentaires, graves, tentative de suicide et cetera, grosse dépression, sous traitement médical. Je m'autorisais pas à les suivre et puis finalement, j'ai commencé à en suivre quelques-uns et maintenant je travaille avec les urgences, psychiatriques, de mon coin qui m'envoient du monde. Alors eux, c'est les urgences, donc ils font vraiment que, les urgences, donc en général, c'est des tentatives de suicide et pour les accompagnements, ils ont toujours, alors ils donnent des noms de psychologues, pour qu'il y ait un suivi, psy et en complément, ils donnent ma carte et en fait, du coup, je me rends compte que, ces problématiques-là, avant, je les aurais pas du tout, gérées de la même manière. Je pense que parce que j'étais pas prête et que, bah, ouais, quand tu débutes, j'avais pas trop envie de me frotter à ça. Aujourd'hui, la majorité des ados que je reçois, c'est des problématiques comme ça, des problématiques assez lourdes, aussi sur des abus sexuels, sur des violences physiques et cetera et aujourd'hui, là où je délègue, ça va surtout être quand je vois que j'arrive pas à aller au bon endroit. Donc quand je vois que, ça avance pas, je me dis: «Bon, là, Céline, il y a un choix à faire». Donc en général, j'en parle directement, aux familles concernées. Je leur dis: «Bah, écoutez, là, moi, j'arrive pas à trouver, ça m'arrive, bah, comme tout le monde, hein. Je pense que je suis pas allée au bon endroit et j'arrive pas à aller au bon endroit». Donc moi, je veux pas, je leur dis que je veux pas les lâcher dans la nature, donc je leur donne des coordonnées de collègues, parfois. Après ils appellent pas, c'est de leur responsabilité. Alors c'est plus souvent, je vais pas te le cacher, pas trop avec les ados. C'est plus souvent, par exemple, notamment sur les troubles du sommeil chez les petits. Alors du coup, comme je sais que j'ai un support, là-dessus parce que je travaille avec une dame dont c'est la spécialité, les troubles du sommeil. C'est une infirmière, qui a travaillé en service de réa, en bloc opératoire et cetera et qui s'est formée et qui s'est spécialisée dans les troubles du sommeil. Donc j'avoue que quand, je vois que ça bouge pas sur des problématiques comme ça, je délègue direct. Je dis: «OK, écoutez, moi je connais quelqu'un qui est trop bien, qui est au top, et qui va probablement plus vous aider que moi et ça serait bien parce que ça va avancer plus vite, en fait». Donc j'hésite pas à déléguer, même sur des problématiques, par exemple, de parents où je vois que ça va venir, me toucher un peu. Je délègue, par exemple, je travaille avec, j'ai 2-3 contacts sur Rambouillet, pour pas qu'ils aillent trop loin, avec des personnes qui peuvent les recevoir et j'hésite pas à déléguer, enfin, c'est pas un problème pour moi de déléguer, quoi. Super, OK, ça me va, ça répond à la question. Est-ce qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour toi dans l'accompagnement d'un ado? Tu sais, souvent on me répond, le cadre, le fait qu'il soit volontaire, des choses comme ça, mais est-ce que toi, il y a des choses qui sont importantes pour toi dans l'accompagnement? Je vais me répéter, mais la sécurité, impératif. Sécurité, sécurité. La deuxième chose, c'est effectivement de poser un cadre, mais de poser un cadre qui va être, malléable, dans lequel qu'on pourra pousser un peu si besoin, sans aller tordre, les barrières, tu vois? C'est pas l'objectif, mais alors du coup, ça serait pas ça, ce serait plutôt l'adaptabilité. C'est comment on s'adapte, plutôt. Et la troisième chose qui me paraît primordiale, c'est l'authenticité. C'est comment l'authenticité et l'honnêteté surtout. Moi, je leur dis ça aux ados et là, on n'en a pas parlé, c'est marrant, c'est pas venu sur le tapis. Moi, je leur dis, en fait, tu vois, je passe un espèce de contrat avec eux. Alors, je leur fais pas signer quelque chose, peut-être que je devrais le faire, je vais y réfléchir. Mais il y a un espèce de contrat moral où je leur dis:
moi, tout ce que je vais te dire, je vais être honnête avec toi. C'est-à-dire que je vais pas te cacher les choses. Je vais te dire les choses comme elles me viennent, comme je les ressens et avec des mots qui seront parfois peut-être un peu crus, un peu grossiers et cetera. Donc ce que moi j'attends en retour, c'est que toi aussi tu sois honnête avec moi. Et en général, ça c'est OK pour eux, quoi. Parce qu'ils se disent: «Bah, ouais, bah, si elle est là, moi je vais faire pareil, quoi». Parce qu'il y a une grosse notion, tu sais, chez les ados, il y a une grosse notion de respect de l'autre et de respect de soi-même. C'est: «Ouais, tu vas pas respecter, machin», enfin, tu vois, comme ils se parlent les ados entre eux. Donc je pense que ça, pour moi, ça fait partie de ce package de valeurs de respect, d'être honnête. J'adore ce rappel parce qu'effectivement, c'est un truc auquel on pense rarement. Mais effectivement, que moi je mets en avant aussi. Pas tout le temps. Et effectivement, quand tu me le dis comme ça me remet en lumière qu'il faut vraiment que j'y pense plus souvent. Dans le sens où j'arrive pas à travailler avec quelqu'un qui est pas. Je sais pas comment dire le truc politiquement correct, mais. Mmh. Bah, En gros, dis-le pas politiquement correct, c'est OK. avec quelqu'un qui. Avec un ado ou même un adulte, hein, qui va pas être franc du collier, tu vois. Ouais. Un truc qui est un peu faux, un peu fourbe. Mmh. Alors, souvent, j'essaye de l'accueillir en me disant ok, quand tu seras prêt, tu viendras me dire ce que tu as à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Et c'est intéressant, effectivement, de se dire que ça peut faire partie du cadre. De Mmh. dire, moi, j'ai besoin que. Moi, je vais être honnête avec toi, je te demande de l'être aussi, en fait. Et en fait, ça m'arrive avec les enfants, je leur dis toujours, la seule chose que je te demande, tu as le droit de me dire ce que tu veux pas faire, ce dont tu veux pas me parler, etc., etc. La seule chose que je veux que tu fasses, c'est que tu me dises vraiment quand ça va pas. Parce Ouais. que si tu me le Mmh. dis pas, je peux rien faire pour toi. Ouais, et puis parfois on peut pas le voir. Il y a des enfants, ça se voit et c'est OK, mais il y en a d'autres, ça se voit pas, quoi. Carrément. Maintenant, on en vient à ton actualité à toi, Céline. Ouais. C'est quoi ton actualité à toi? Il se passe quoi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, si vous voulez, chers auditeurs, venir me rencontrer, je suis, beaucoup sur LinkedIn. Je traîne ma carcasse sur LinkedIn en ce moment, depuis, la rentrée de septembre dernier. J'étais beaucoup sur Facebook et puis j'ai un peu lâché l'affaire depuis 1 an parce que c'était trop pour moi Facebook. Et du coup, je me suis concentrée sur ce réseau-là, que je trouve vraiment très, très chouette. En plus, tout le monde a un compte LinkedIn et donc vous pouvez me suivre ou alors vous connecter avec moi. Ce que je fais, c'est que je publie minimum 3 fois par semaine. Sinon, il y a des périodes où c'est 1 fois tous les jours. Je parle beaucoup des tips pour les parents, en fait. C'est, «Tiens, j'ai telle situation, qu'est-ce que je peux faire?» ou «Tel mécanisme chez l'enfant, enfin tel comportement chez l'enfant, pourquoi? Pourquoi ce comportement chez l'enfant?» Bah, parce que nin et on j'aime beaucoup, le fait de décoder des mécanismes. Ça, c'est un truc, j'adore. Alors, c'est peut-être parce que, dans une autre vie, je travaillais dans le secteur industriel mécanique et que du coup, j'ai des restes de ce truc-là. Mais, j'adore faire, du reverse engineering quoi, comportemental et décoder, bah, on part de là et il y a quoi avant en fait? C'est qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là? Et du coup, je trouve ça plutôt chouette de partager ça, avec les parents. Donc si, voilà, si ça vous branche, qu'on se connecte, si ça vous branche. J'aime bien cette expression de 1983. Heu, en tout cas, voilà, je serais ravie de pouvoir, me connecter à vous et sinon dans mes projets, bah, je continue, le coaching parental sous une autre forme avec, alors j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est encore en plein dedans. Avant, je proposais, plutôt des séances individuelles et cetera et là, ça fait, on va dire, quelques mois que je réfléchis à comment proposer un truc plus sympa, plus accompagné, mais quelque chose de plus cadré, voilà. Quelque chose de plus cadré, avec dedans du coaching, mais des outils, utiles et des outils à mettre en place, actionnables tout de suite, quoi. Moi, j'aime je sais pas pour toi, mais moi, j'aime quand ça va vite et j'aime bien avoir des outils qui vont me permettre d'aller vite tout de suite. Donc ça, c'est dans cette, dynamique-là que je voulais proposer ça. J'ai d'autres projets, mais c'est encore trop vague, pour l'instant pour en parler. Bah, peut-être que si on se recroise sur sur un autre podcast, je pourrais en parler si j'avançais. Et puis Heu, si on va te suivre sur LinkedIn, ouais, voilà. genre voilà, c'est ça. Et tu vois, l'avantage d'avoir qu'un seul réseau social, c'est qu'on se concentre juste sur ce truc-là et puis après, bah,
Et voilà, il y a pas besoin de enfin moi j'aime aussi optimiser mon temps et trop de réseau tue ma productivité et voilà, tue le réseau, quoi. Mais non, mais moi c'était trop énergivore moi d'être sur, Instagram, Facebook, LinkedIn, ça me demandait trop d'énergie. Enfin, toi, tu sais ce que c'est, tu es hyper active, sur plein de trucs, tu proposes trop de trucs trop sympas, trop chouettes, j'adore tout ce que tu proposes donc Bah, je te renvoie le compliment avec beaucoup d'humilité là-dessus parce que j'aime énormément ton monde enfin pas virtuel, ton monde à mmh. toi, le monde que tu présentes. J'adore. Si vous allez suivre Céline, vous allez pouvoir voir qu'elle fait des superbes infographies avec Camelot, avec des bonhommes de dessins animés, avec plein de choses différentes. C'est vraiment un Mmh. univers bien à toi. Et c'est vraiment chouette à suivre, c'est vraiment chouette à voir. Et tu as toujours une manière assez pertinente d'expliquer les choses. Et j'aime bien cette fraîcheur Ah merci que tu beaucoup, nous offres. Donc, je ça vous me invite mmh. vivement à aller voir ce que fait Céline. Voilà. Alors, tu sais, moi, j'adore ma dernière question. C'est presque, moi, je suis une feignasse, donc tu sais, j'aime bien la dernière question parce qu'elle dit, si quelqu'un a que 3 minutes et qui se connecte aux 3 dernières minutes du podcast, Ouais. qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Si vous êtes accompagnant, soyez vous-même, soyez authentique, soyez honnête avec vous et soyez honnête avec l'ado que vous allez accompagner. Entrez dans son monde par, plein de chemins différents, par ce qu'il aime, par ce qu'il est aussi, parce que c'est différent. Intéressez-vous à lui, plongez vraiment dans le bain avec lui, quoi. C'est primordial si vous voulez bien accompagner, si vous voulez qu'il vous fasse confiance, si vous voulez qu'il se sente en sécurité. Il n'y a pas 15 000 moyens, en fait. C'est juste intéressez-vous à lui. C'est le mot, maître mot, intéressez-vous. S'intéresser pour de vrai, pas pour de faux, parce que si vous intéressez pour de faux, il le sentira et il n'ira pas, il rentrera pas. Hmm. Et on le sent parce que parfois, moi, ça m'arrive, je me dis, ah tiens, là, j'en ai fait trop. Et je vois qu'il y a une dissonance en face. Hmm. Et hop, je me remets dans ma position normale et ouais. Donc, Hmm. authenticité, honnêteté et intérêt. Ouais. Et si tu me permets, je rajouterais prendre le temps, parce Ouais, que ça prendre m'a le temps. marqué dans ce que tu as dit. On s'en fout si ça fait 2 séances ça fait deux Mm. séances où on discute, c'est pas grave. Ouais, c'est primordial, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais pour moi, c'est le premier outil, c'est prendre le temps. Prendre le temps de discuter, prendre le temps d'échanger, sortir de sa casquette de thérapeute, enfin tout ça, quoi. Carrément. Mm. Merci beaucoup Céline de tout cœur. C'était un chouette échange. Merci de tout cœur. C'était génial de pouvoir échanger avec toi, donc merci à toi pour ton invitation. Merci. Alors, je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Croire en eux le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.